Ok, très bien. Donc, ben, c'est parti. Donc, merci encore Pascal pour cette invitation euh, et cette introduction qui me permet effectivement de bien faire le lien avec la sobriété numérique. Et donc, j'ai un petit peu renommé augmenter avec les sobriétés numériques. On a un temps d'échange de 20 minutes. J'ai essayé de réduire à 15 pour qu'on puisse avoir un petit peu des questions au besoin. Ça va être un petit peu dense, mais donc je vais faire au mieux pour répondre à tout ça. Donc au sommaire, je vais me présenter. Je vous ferai une courte introduction sur le carbone, donc la biodiversité, des scénarios prospectifs sur lesquels vous pourriez avoir des stratégies à mettre à l'étude. Bien sûr, nous allons parler du numérique, de l'intelligence artificielle parce que c'est un peu le sujet à la mode. Vous avez peut-être déjà été confronté à cette problématique ou en tout cas vous le saurez prochainement. Donc avoir un peu des éléments pour mieux comprendre cet outil. Et puis nous conclurons. Et j'attire également votre attention sur le fait qu'il s'agit d'approximation. Faut pas se focaliser sur 1 gramme, 10 grammes, 1 kilo, 10 kilos. Il y a différentes méthodes de calcul et puis il y a différentes échelles et puis il y a différents types d'éléments, enfin d'outils numériques, ce qui peut expliquer des disparités. Donc, moi, je suis informaticien depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'études dans différentes sociétés privées et publiques. J'ai travaillé à l'Université Montpellier. Mon dernier poste était au CNRS dans un laboratoire de bioinformatique. Je suis animateur de la fresque du climat, très bon atelier que je vous recommande fortement. J'ai vu qu'en en parlant en introduction, c'est très bien. Je suis également animateur et co-créateur de la fresque FICO, qui est une fresque de l'adaptation au changement climatique en Occitanie. Je suis habilité à faire des bilans carbone. Je suis également actionnaire évaluateur dans Team for the Planet, un crowdfunding citoyen qui vise à décarboner l'économie. Et depuis le mois de mai, dernier, je suis chef d'entreprise de la société à mission et de l'ESS Technologie Sobriété Soutenable, qui vise à sensibiliser sur le numérique, faire des fresques et travailler sur des outils d'intelligence artificielle, deep tech, mode tech for good. Donc pourquoi est-ce que nous sommes ici Donc c'était bien dit en introduction, cœur sur la main, en 2015, nous jurions de ne jamais dépasser les 1,5 degrés d'augmentation de température. Avec cela, nous associons des politiques et des stratégies pour pouvoir réduire significativement ces émissions. Malheureusement, à date, ces outils ne fonctionnent pas complètement puisque les gaz à effet de serre continuent d'augmenter. Euh, et comme vous, en plus, vous êtes sur un sujet quand même particulier qui est quand même la législation et le droit. Je vous invite à viser les étoiles pour essayer d'atteindre la Lune et de mettre un coup de boost, car c'est maintenant qu'il faut effectivement le faire. Ça ne veut pas dire que après 2030, il n'y aura plus d'action à faire. Ça veut simplement dire que le dérapage risque d'être un petit peu moins contrôlable, ce qui est déjà le cas. Donc, je vous invite vraiment à prendre cet exercice à cœur et donc et de comprendre que ça peut vraiment avoir un impact. On ne peut pas faire le focus sur le carbone si on ne parle pas de biodiversité. En plus d'avoir atomisé 70% du vivant depuis les années 70, on se rend compte qu'on a une boucle de rétroaction. Plus vous augmentez la température et les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, moins les écosystèmes sont capables d'absorber le carbone et donc en relâche, ce qui fait que nous sommes dans une boucle donc de rétroaction. Et puis, si on parle de commission de surendettement, si on veut faire le parallèle avec nos systèmes, on est en passe d'être fiché Banque de France par la nature, ce qui risque de poser certains soucis. Euh, Quels outils est-ce qu'on a? Alors effectivement, le bilan carbone individuel, on va commencer par ça. Aujourd'hui, un bilan carbone individuel est pour un Français moyen est d'environ 10 tonnes.
Là, je vous fais une première introduction sur l'électronique et tout ce qui est numérique, où on voit que dans l'ensemble, on est à 180 kilos tonnes équivalent CO2. Et donc, ça semble être un bon deal, le numérique, à première vue. Et c'est vrai que dans cette perspective-là, c'est intéressant. J'attire également votre attention sur le fait que la dépense publique est actuellement de 1400 kilos par personne. Là, je vais faire une question oratoire. Combien de tonnes pensez-vous qu'un Français moyen doit émettre d'ici à 2050? Eh bien, la réponse est dans la question, c'est 2 tonnes. Atelier aussi très intéressant. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si la dépense publique reste à 1 tonne 4 et qu'on souhaite réduire et rester à 1,5 degré, euh, eh bien, nous pourrions effectivement avoir une dépense publique d'1 tonne 4 et puis nous pourrions avoir des ordinateurs et puis boire pour 450 kilos par an, ce qui, pour faire société, risque de poser problème. Donc, au-delà de ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce talon numérique, enfin ce talon de la dépense publique, il est important et il est important de le réduire puisque étant 68 millions de Français, 1 kilo évité sur la dépense publique permet d'éviter 68 000 tonnes de CO2. Donc c'est pas du tout anecdotique. Et pour vous donner un exemple simple, un enseignant qui viendra à vélo pourrait réduire la dépense publique et en plus baisserait son bilan carbone individuel. Enfin, pour vous donner un ordre de grandeur, 2 tonnes, c'est le niveau d'émission d'un Cubain sans les émissions importées. Peut-être des pistes intéressantes, c'est savoir pour quel service public. Et puis, sachant que c'est un pays sous embargo, on peut penser que c'est effectivement ce qu'il consomme à peu près annuellement. Donc, pour une mise en perspective et pour bien comprendre un peu la dynamique, je vous propose de vous partager mon bilan carbone personnel, qui n'est pas parfait, mais pour lequel j'essaie d'avoir des engagements. Ce scénario que j'ai appelé J'adore la bagnole, qui me permet en fait de réduire mes émissions carbone de 98% concernant donc mes déplacements. C'est la raison également pour laquelle je suis en visio avec vous aujourd'hui. Et donc, s'il y a des stratégies à avoir, c'est peut-être essayer de voir ce que peuvent faire de manière individuelle des gens, essayer d'accompagner les services publics associés pour accompagner cet effort. Sachez également que je peux faire cet effort-là puisque moi je suis un urbain et donc j'ai la possibilité de faire ça. Ça n'est pas adaptable à tous les types de profils. Et puis j'ai également un certain niveau de vie qui me permet de faire des choix. Il est très difficile de faire des choix lorsqu'on n'en a aucun. Euh, Rapidement, je vous parlerai ici. Alors, c'est le triangle de l'inaction, mais que j'ai revisité avec le triangle des émissions carbone. Je vous ai parlé des particuliers avec les leviers d'action qu'ils ont, le service public dont vous faites partie et qui vous permet également d'avoir des leviers. On pourrait parler également de l'entreprise, qui est donc l'autre pilier. Et puis, dans les outils, potentiellement la CSRD, que vous connaissez peut-être et qui va se mettre en place dès 2024, la compensation que je n'aborderai pas puisque vous aurez une présentation ensuite. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, on va être un petit peu moins hors sujet et on va pouvoir faire un focus sur le numérique lui-même. Donc aujourd'hui, le numérique est un tiers plus polluant que l'aviation. Et alors là, vous allez me dire, mais comment est-ce possible puisque nous étions à 180 kilos avant? Il faut bien vous dire que le numérique est absolument partout. Il est évidemment dans les appareils, mais il est dans l'alimentation, il est dans vos bâtiments, dans l'aviation, dans vos voitures, il est partout. Euh, donc le problème également associé au numérique, c'est qu'il est extrêmement peu ou extrêmement mal recyclé. Florence Rodin, qui est docteur en système d'information, nous dit que plutôt que de dématérialisation, nous devrions parler de multimatérialisation, puisqu'effectivement, nous avons un nombre important de matériaux concentrés et donc difficilement recyclables par la suite. Vous avez également tous, je suppose, chez vous, des téléphones portables ou des ordinateurs qui ne fonctionnent plus, qui calent des armoires, et ça, qui restent dans un coin. Et ça, c'est de la technologie zombie potentiellement. Ils peuvent avoir un impact s'ils sont mal recyclés. Enfin, le numérique
aura une progression de 2 à 8% par an, ce qui fait que ça pourrait tripler, voire beaucoup plus, d'ici 2050. Et donc ça, si on met ça en perspective par rapport à la voiture, qui était le poste le principal d'un Français moyen, nous arriverions à une empreinte carbone du numérique à presque 1,7 tonne en 2050. Donc attention à pas confondre dématérialisation et désir de croissance. Maintenant, pour vos usages. Sachez que un email est ce qui, dans l'usage, coûte le moins. Mais sachez également que nettoyer votre boîte mail, même si ça a un côté feng shui et que c'est très bien pour, je pense, vous organiser et mettre les choses au clair, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le climat. Donc, prendre ce biais-là, c'est ne pas comprendre le problème et c'est ne pas l'adresser surtout. Ensuite, la visioconférence. Donc là, vous pouvez voir qu'avec ce temps-là, j'aurai très peu d'impact. Et donc, c'est un outil tout à fait intéressant. On passe ensuite au streaming qui commence à avoir de l'importance, mais j'y reviendrai un petit peu après. Enfin, ce qu'on comprend, c'est que ce sont évidemment les appareils qui, eux, consomment le plus d'énergie donc à la création. Donc, c'est vraiment l'appareil lui-même qui a le plus d'impact à la création. On va voir qu'on peut avoir également un impact là-dessus. Mais ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que là, on parle de moyenne et on parle surtout de téléphones d'entrée de gamme. Un iPhone, par exemple, émet pratiquement le double. Et je suis quasiment certain que dans l'assemblée, vous aurez pas mal d'iPhone. J'en ai un personnellement aussi. Il y a aussi des avantages sur l'usage et sur les fonctionnalités. Mais dites-vous bien que ça, ce sont des ordres de grandeur et il doit y avoir des évaluations beaucoup plus fines. Là, on est vraiment à la grosse maille. Et donc, ça sera la même chose pour les tablettes, pour les ordinateurs. Et pour vous donner un ordre d'idée de grandeur, encore une fois, 61 millions d'ordinateurs portables ont été vendus en 2023, ce qui fait que juste avec ce calcul-là, donc en moyenne sur des ordinateurs de base, on a 8 gigatonnes d'émissions. Donc, ça sera également la même chose sur la télévision. Et enfin, un petit focus sur l'ordinateur fixe qui est décrié et qui est donc vu comme la bête noire des DSI aujourd'hui, en tout cas en termes d'impact carbone. Attention également à ne pas négliger la circularité, l'économie circulaire associée potentielle, en tout cas un peu plus importante qu'un ordinateur portable, puisque vous pouvez réutiliser des écrans, vous pouvez les avoir plus longtemps, vous pouvez également avoir certains éléments beaucoup plus facilement récupérables que ne peuvent l'être sur un ordinateur portable. Enfin, en consommation d'énergie, on a parlé d'impact d'émissions carbone, il y a également l'énergie utilisée pour la création des appareils et puis l'énergie à l'utilisation de ces appareils. Et ici, je refais un petit focus sur les réseaux qui représentent quand même 16% de la consommation finale en utilisation d'énergie. Ce qui permet aussi d'affirmer qu'un levier fort peut être la taille des débits que vous utilisez. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais globalement, on n'a pas forcément besoin d'avoir de la 4K sur un téléphone portable. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est un service numérique comme un autre. Ça consomme des ressources sur les infrastructures, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de bonus. On a une consommation électrique qui est un petit peu plus forte, qui est plus forte, puisque c'est beaucoup plus intense qu'un serveur de fichiers où vous laisseriez des fichiers que vous ouvririez de temps en temps. Là, les ordinateurs travaillent beaucoup plus. Il y a également une consommation qui est plus importante à l'apprentissage des modèles. On parle de 700 000 litres pour GPT-3, donc je suppose que vous connaissez ChatGPT. Et donc, mais attention quand même aux gros chiffres, à pas vous laisser abuser par ça. C'est l'équivalent de la consommation en eau de 13 Français, de moyenne de 13 Français par an, ou c'est la création juste des murs de 4 appartements. Ça ne veut pas dire que c'est anecdotique, ça veut simplement dire que sachez remettre les échelles de valeur, les échelles surtout, si je vous dis précédemment que 8 gigatonnes de carbone sont émis par 61 millions d'ordinateurs portables produits chaque année. Donc, enfin, en termes d'émissions carbone, on parle d'entraînement des modèles et on parle d'utilisation. Sachez également que ce service il est utilisé par 13 millions d'utilisateurs actifs par jour.
Et parfois, on parle même de sous-estimation. On parle quand même de 10 000 tonnes, ce qui n'est pas rien, attention, hein. Mais même si on prend des hypothèses conservatrices et qu'on double l'impact du carbone de ces modèles-là, on arrive à une personne qui l'utiliserait intensément chaque année à un peu moins de 17 kilos, ce qui équivaut au streaming aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est juste de remettre les ordres de grandeur où il faut. En plus, il existe des plus petits modèles plus adaptés et avec des méthodes d'analyse tout à fait intéressantes. Je refais le parallèle avec les téléphones d'entrée de gamme versus un iPhone. Donc, comment consommer le numérique? Donc, effectivement, il y a les petits gestes, mais ça n'est évidemment pas suffisant. C'est un service. Enfin, la question à se poser, c'est la question du choix, effectivement, du choix individuel, mais dans une démarche globale. Et ça doit être adapté, si c'est utile et adapté pour un gain carbone, bien sûr. Je pense que le numérique comme une alternative au déplacement. J'ai vu en introduction, vous parliez de votre séminaire. Un point peut-être intéressant, c'est de voir et de mettre en priorité l'accessibilité, notamment en train, puisque le covoiturage, même à 4, ce qui reste quand même mieux, est tout de même limité. Donc profitez de voyager en première pour venir à un super séminaire. Également allonger la durée de vie et la réparabilité de vos appareils. Réduisez la bande passante. Alors je vous donne l'exemple de ma dentiste chez qui j'étais et qui écoutait de la musique en fond. Et puis à un moment, je regarde son lecteur parce qu'elle écoutait de la musique sur YouTube et elle était en 4K en fait, juste pour écouter de la musique. Heureusement pour moi, elle ne regardait pas l'écran, mais donc j'ai juste invité juste à baisser le débit. Donc on n'y fait juste pas attention, ça ne coûte absolument rien. C'est juste être attentif à ce genre de détails. Euh, Même si effectivement ça reste réduit, mais c'est quand même une démarche globale. Si vous devez faire auprès de votre DSI des retours de vos ordinateurs, assurez-vous que cette DSI a elle-même un circuit de recyclage qui soit véritablement impactant, ou en tout cas qui ait pris en compte ce genre de problématique. Enfin, sachez que l'IA, donc l'intelligence artificielle, pourrait aider à réduire les émissions de 4 à 10%. On n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour s'autodétruire. Donc, c'est un nouvel usage qu'il faut comprendre, qui peut faire peur, mais la question centrale, c'est finalement pourquoi faire? Si c'est pour générer des mèmes avec des petits chats, effectivement, on est encore dans l'erreur. Mais ça, c'est pas, c'est plutôt classique. Enfin, pour un petit peu d'optimisme, sachez que ce jeune homme de 16 ans a créé un téléphone qui est un jeune Français. Il a téléphoné, il a créé un téléphone réparable à 30 euros et figurez-vous, il téléphone simplement. Et donc, il est réparable et il est bas carbone. Donc on parle d'industrialisation, on imprime sa coque en 3D. Alors évidemment, c'est pas industriel. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il est possible de faire des outils numériques qui soient beaucoup plus réduits en impact. Et en plus, il utilise un réseau 2G, donc qui va vraisemblablement être abandonné en 2025 ou début 2026. Et donc là, je vous invite à avoir une réflexion sur le train, où on a arrêté tous les trains de marchandises et qu'on est en train de redécouvrir aujourd'hui. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est sous couvert de ne pas avoir assez de débit. On passe sur du 5G, 6G, 12G, mais on abandonne des réseaux qui fonctionnent parfaitement pour un usage absolument calibré, qui ne permet pas, encore une fois, d'envoyer des vidéos de petits chats, mais qui permet de téléphoner. Donc, euh, pour faire très clair, ne pas négliger l'effet rebond. Enfin, en tout cas, le numérique aura un impact négatif si on néglige l'effet rebond. Si on ne sort pas du paradigme plus cher égale plus de fonctionnalités, alors que plus cher devrait être équivalent à plus durable. Euh, D'oublier d'évaluer la qualité de service à consommation de ressources égales. Si on pense que le métaverse peut être un atout, alors attention, je ne suis pas anti-technologie du tout. Je pense que le métaverse a forcément un usage tout à fait pertinent. Encore une fois, de faire des petits chats dans le métaverse n'aura aucun impact positif sur la planète. Et donc, si on pense qu'améliorer des services en élargissant les débits pour distribuer le métaverse, notamment à large échelle, n'aura pas d'impact positif.
Et donc, je vous invite à penser à ce que nous avons déjà fait. L'agriculture intensive avec des pesticides et des intrants chimiques à base de pétrole, ça ne fonctionne pas. Rajouter des autoroutes et rajouter des voies pour désengorger la circulation, ça ne fonctionne pas. Donc, couper des réseaux 2G, 3G qui fonctionnent très bien pour en mettre d'autres au-dessus, je pense que je vous laisse juge de savoir si ça peut fonctionner ou pas. En conclusion, donc le numérique, c'est quand même un outil extraordinaire dans le sens littéral du terme, souvent mal utilisé, avec des contreparties importantes, donc à ne pas négliger. La question centrale, c'est en ai-je vraiment besoin? Comment réguler les usages? Ça n'est pas durable pour tous les usages. Et donc, ça doit être réfléchi sur toute son analyse de cycle de vie. Et je termine par une illustration qui, sur des temps géologiques, peut vous indiquer comment une planète, même si elle est très belle, pourrait malheureusement ne pas survivre, en tout cas survivre très bien, mais sans nous. Je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toutes les questions. Merci.